peu par hasard, c'est-à-dire que nous avons l'habitude, hein, depuis longtemps, Aminata, d'autres amis et moi-même, d'échanger sur toutes sortes de questions politiques. Comment on le fait d'ailleurs aujourd'hui sur Internet, tel a publié tel texte, lisez-le, faites-le circuler, voici telle information qui est importante, qui conforte nos points de vue, et en même temps, on était aussi associés entre guillemets, tous les deux, au Forum social mondial, à travers le Forum social africain créé par Aminata Dramane Traoré elle-même à Bamako. On s'est retrouvés à Addis Abeba, de nouveau à Bamako, à Nairobi, au Brésil, le Forum social mondial de Porto Alegre. Donc on a fait, au cours de ces années, des choses assez importantes. Et puis, à un moment donné, on a envie de faire le point. Et on dit qu'on va faire, voilà, on va juste discuter entre nous et les mois de ce qui nous a paru important ces dernières années, de nos certitudes, mais aussi de nos doutes, de ce qui nous laisse perplexes, des questions que nous n'avons pas résolues. Donc, c'est comme ça que le livre est né. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'était pas du tout un coup de colère. Voilà, la France monte l'opération Serval, nous ne sommes pas contents, nous écrivons un livre pour protester. En réalité, nous avons été rattrapés. On devait parler de l'Afrique dans le monde contemporain, de la place de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Nos rapports entre nous-mêmes, pays africains, notre rapport à l'Occident, mais notre rapport au maître, d'une certaine façon. On devait discuter de cela. Et puis, ça s'est emballé, quoi. Le monde est devenu presque fou après le suicide du jeune Tunisien Mohamed Bouazizi, le printemps arabe, la Libye qui saute, la place Tahrir en Égypte, le Mali qui est au nord quasi à feu et à sang. Et la particularité de ces lettres, c'est que c'est à la fois de vraies et de fausses lettres. J'écris à Aminata, mais Aminata sait très bien que par-delà elle, je m'adresse à un public plus large. Et en même temps, il fallait éviter des lettres où nous parlerions de nos petites vies personnelles. Ça n'intéresse personne. Vous voyez, éviter également des lettres trop sèches, où il n'y aurait pas, voilà, le grain de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, nos sentiments, nos rapports avec les gens, etc. Nous ne nous sommes pas forcés. Il faut avouer toutefois que les premières lettres ont été plus difficiles à écrire que les dernières, ou le post-scriptum. En ce sens que le procédé était si nouveau pour nous que nous ne savions pas par quel bout prendre les choses, ni par où commencer. On écrivait d'une manière hésitante, on ne savait pas trop, et en plus nos activités ne nous permettaient pas vraiment d'écrire aussi souvent qu'on le voudrait, mais vers la fin, vraiment, ça s'est précipité et il a même fallu enlever des lettres de moi comme des lettres d'Aminata Traoré, et on était tellement bousculé par l'actualité. Et le post-scriptum, c'est une façon de dire au revoir, mais pas adieu. Adieu, ouais. Voilà, c'est une façon de dire les lettres se terminent ici, mais en réalité, le dialogue entre vous et nous doit se prolonger au-delà de ces lettres. Sans le post-scriptum, peut-être qu'on aurait été très très frustré. Le livre, je pense, examine cette question aussi sérieusement que
nous pouvions le faire. Le Mali se trouve dans la situation que l'on sait. Il y a cette opération et elle ramène une relative stabilité parce que les djihadistes ont été défaits, même si aujourd'hui encore il y a des attentats suicides, etc. Mais plusieurs questions doivent être posées ici. Et pour moi, la plus importante, c'est comment ça se fait que, après 50 ans de France-Afrique, avec, je ne parle même pas de la période coloniale, hein, avec toutes les atrocités que l'on connaît, nous nous retrouvions au Mali à applaudir des soldats français. Ça nous interpelle. Mais ça interpelle aussi les démocrates français. Ça interpelle l'opinion française. Pourquoi, de toutes les anciennes puissances coloniales, la France est la seule à intervenir dans nos pays, au point, depuis les années 60, de le faire une fois par an. Serval, c'était la 49e opération, Sangaris, en Centrafrique, la 50e. Et la boucle est bouclée. Alors, quand même, si, après 50 interventions, personne ne se pose de questions, ni eux ni nous, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, lorsqu'on examine la question dans le détail, il y a deux faits qu'il faut soulever à propos de Serval. Il faut éviter de donner l'impression que, encore une fois en Afrique, les Noirs se sont entretués et puis les soldats blancs sont venus, ils ont évité le bain de sang, ils les ont séparés. Cette narration, ce récit est pervers et inexact. En ce sens que on ne tient pas compte du fait qu'au Mali, mais les soldats africains ont fait l'essentiel du boulot. Je suis surpris qu'on ne tienne pas compte des 1500 soldats nigérians qui sont là-bas. On ne dit rien des 500 Sénégalais qui sont là-bas. Mais surtout, on oublie ces Tchadiens qui ont payé, ils sont près de 2000, qui ont payé le plus lourd tribut. Voilà. Et donc, Serval, ce n'est pas seulement la France, mais c'est aussi nos pays qui se sont dévoués. Je reconnais en toute honnêteté le mérite à Serval d'avoir déclenché le processus. Ça, c'est incontestable. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que on intervient au Mali en disant, ben, écoutez, nous allons restaurer l'intégrité territoriale du pays. Mais en fait, on casse le pays en deux, parce que finalement, Kidal, qui reste une pomme de discorde, ben, c'est un sanctuaire qui a été offert à un groupe, le MNLA, les Touaregs, qui ne représentent d'ailleurs pas du tout de manière significative la communauté Touareg, qui ne s'est pas battue. Qui ne s'est pas battu? Et donc la France se bat à leur place et leur dit Kidal, c'est où? Après, on va négocier. Au moment où nous parlons, une délégation de 15 membres de représentants des pays du Conseil de sécurité de l'ONU, une délégation de 15 personnes, est à Bamako pour négocier avec Ibrahim Boubacar Keïta, qui est de plus en plus en colère, qui dit mais je ne comprends pas que mon pays soit coupé en deux. Kidal, il faut qu'on m'explique pourquoi on se comporte comme si cela ne fait plus partie du Mali. Et j'ai entendu ce matin le représentant de la France à l'ONU, Harou, un diplomate, il est à Bamako, dit oui, nous sommes venus
parce que nous voulons qu'il y ait négociation, qu'il y ait, etc. Mais négociation entre qui et qui? C'est ça le problème. Alors, donc il faut éviter de donner l'impression que la France est allée à Kidal, au Mali, uniquement par grandeur d'âme. Non. Il faut avoir un œil sur les ressources d'ailleurs de cette partie du continent. Il faut avoir sur l'uranium du Niger, qui est sous surveillance militaire française. Et puis, il faut rappeler au monde que sur les terres africaines, francophones au sud du Sahara, la France est chez elle. La France est chez elle parce que lorsque, à propos de l'élection présidentielle au Mali en juillet, quelqu'un comme Hollande dit, pour la date de l'élection au Mali, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, je serai intraitable. Mais vous savez tout, Hollande, il est président de l'État français ou de l'État malien, pour se permettre de parler ainsi. Lorsque il dit également, j'aimerais bien remettre les clés du Mali à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui. Je ne vois personne à qui remettre. Nous ne faisons pas attention à ces déclarations qui sont tellement insultantes. Et on se dit, oui, il nous a débarrassé des djihadistes, c'est très bien, le reste, on ne veut pas l'entendre. Mais le reste, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, la volonté de contrôler des ressources, mais pas seulement ça, mais aussi la conviction chez les Français que s'ils perdent l'Afrique, en fait, ils perdent énormément de leur influence politique. Il y a deux façons, cependant, de se dire c'est de bonne guerre. On peut se dire ah c'est de bonne guerre, voilà, sur le mode de la résignation. C'est de bonne guerre, on les laisse faire. Mais on peut aussi se dire c'est de bonne guerre et ajouter à la guerre comme à la guerre. Voilà, j'ai pas me faire avoir, c'est tout. Il y a il y a quand même deux façons différentes de reconnaître que ces gens, ils se battent pour leurs intérêts. Mais on peut le reconnaître et dire, mais je ne vais pas les laisser faire. C'est tout. Mais le problème avec nous, c'est que nous avons tendance à dire, ben, que voulez-vous, c'est de bonne guerre, et puis on se croise les bras, chacun retourne à ses propres affaires, et on se perd dans des critiques contre les pays africains, alors que pour moi, ce que je constate, c'est que autant nous sommes sévères avec nos chefs d'État sur les questions nationales, voilà, les questions nationales, nous sommes, pour reprendre le mot de Hollande, nous sommes intraitables avec nos dirigeants. Voilà, la baisse des trucs noyés, etc. Des questions très importantes, des questions sur la Constitution, la transparence électorale. Nous ne laissons rien passer. Mais dès qu'on en vient à la politique étrangère, nos chefs d'État, ils ont presque carte blanche. Et ça, je crois que dans le monde tel qu'il marche, on ne peut pas déconnecter de façon aussi désinvolte le national de l'international. Nos présidents, très souvent, ils ne peuvent pas agir comme ils le voudraient ou comme il le faudrait au plan national, parce que au plan international, ils ont les mains liées. Il faut les aider à se libérer. Il faut leur montrer que nous exerçons ce devoir de vigilance par rapport à ce qu'ils font sur la scène internationale. La société civile doit interpeller nos dirigeants politiques sur leur rapport avec l'ancien colonisateur, la France, avec le bloc occidental, avec les Chinois, avec tout le monde. On dit, mais écoutez, nous ne sommes pas... C'est aussi important que le prix du kilo de riz ou d'huile.
les questions internationales. D'ailleurs, ce n'est même pas une histoire de comparer les deux, mais c'est de bien comprendre que c'est profondément interconnecté. Okay. C'est tout ce qui est important dans le domaine économique et aujourd'hui entre les mains des Français, c'est que ça se passe en douce. Personne ne parle. Ah. Et puis comme Khalif Bougoultchou, ils raflent les marchés, ils prennent tout, et puis bon nous on est là à palabrer, mais Macky Sall sait très bien que Macky Sall et d'autres dans cette zone-là savent très bien qu'ils doivent se calmer sur ces sujets.